Alors, paix et sécurité, hein, un thème crucial. Je ne dis pas que le premier ne l'était pas, mais paix et sécurité, nous rentrons dans l'action, dans le vif de l'action. Alors, nos chers panélistes, donnez-nous toutes les informations afin que nous puissions avoir un échange fructueux. Hein? Alors, qui commence? C'est Monsieur Marat. Monsieur Jean-Pierre Marat, à vous la parole. Bonjour tout le monde, je suis Jean-Pierre Marat, coordonnateur de cercle de réflexion OASA et animateur France du Conseil national des Centrafricains. Alors, quand je suis arrivé ici ce matin, on nous a dit qu'il faut un PowerPoint, donc j'ai pris mon temps pour ressaisir tout en PowerPoint et voilà que ça ne marche pas. Bon, c'est les aléas de la technologie, donc je vais lire. Dans le panel numéro 2, nous avons pensé que pour être effectif, il nous faut définir d'abord la notion de paix et sécurité, ensuite poser un diagnostic, énumérer les organes qui sont supposés être en charge des questions autour de la paix et de la sécurité. Et à la fin, on a fait quelques préconisations. Alors, nous ne sommes pas détenteurs de vérité. Donc, nous avons essayé, ou bien je vais essayer de présenter le cadre qui nous a servi de réflexion. Ce n'est pas un cadre fermé, ça veut dire que je n'espère pas que la pratique va être questions et réponses, mais ça va être des contributions parce que c'est une question technique assez large où on a besoin de l'expérience et des avis de tout Centrafricain qui pense pouvoir apporter quelque chose sur ces deux thématiques, paix et sécurité. Donc, en termes de définition, nous avons pensé que la paix et la sécurité sont indissociables. C'est deux termes qui vont ensemble. La paix ne peut s'entendre que dans la non-violence. Donc, quand on parle de paix, c'est-à-dire on s'imagine un environnement où il n'y a pas de violence. Alors, si je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire sécurité? Jean-Pierre, ça remarche. Excuse-moi. Pour combien de temps, je ne sais pas. Bon, donc, nous avons rappelé que la paix ne va pas sans la sécurité et que la sécurité ne va pas sans la paix. C'est pas grave. Alors, la sécurité se définit comme sécurité alimentaire, sécurité physique, sécurité des biens, liberté d'aller et venir. Et donc, pour que je puisse aller d'un coin de la RCA à un autre coin, il faudrait qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait un organe qui assure cette sécurité. Donc ceci nous a amené à faire le diagnostic. Si nous parlons de paix et sécurité, ça veut dire qu'en Centrafrique, il n'y a pas la paix et il n'y a pas la sécurité. Alors, nous avons posé le diagnostic en nous disant qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a contribué à la dégradation de la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons jugé utile de retenir trois aspects. Donc, la première source de déstabilisation de l'état de sécurité ou de paix est économique. Elle est économique
quand les gens sont pauvres. Donc quelqu'un qui est pauvre, qui est forcé à être pauvre, peut être amené à aller agresser celui qui est supposé être riche. Nous avons pensé aussi que la faiblesse des revenus, c'est-à-dire la stagnation des salaires, peuvent être ou sont les sources facteurs déstabilisateurs de la paix. L'accumulation des arriérés de salaire, le chômage chronique, l'absence de stratégie de création de richesses, voilà les quelques aspects non exhaustifs que nous avons retenus comme facteurs économiques pouvant créer un état de non-sécurité et une absence de paix. La deuxième source est sociale. Alors, nous avons retenu deux événements qui ont eu lieu entre les années 80 et aujourd'hui. Le premier événement, c'est le résultat de l'ajustement structurel, les DVA. Pourquoi est-ce que les DVA sont devenus ou bien doivent être retenus comme un des facteurs qui nous ont amenés à la situation actuelle? C'est parce que l'État, avec la complicité des institutions internationales, a envoyé des fonctionnaires à la retraite sans les accompagner. Voilà, du jour au lendemain, quelqu'un qui n'a jamais eu 10 millions, on lui donne 10 millions, on dit bon, tu pars à la retraite. Bon, c'est vrai qu'on a appelé ça départ volontaire assisté, mais il y a eu un marque à gagner dans ce sens qu'on a mis de l'argent dans des gens qui n'étaient pas censés savoir gérer. Et aussi, on a dépossédé l'État d'expérience, c'est-à-dire que l'administration publique a vu partir des gens qui, sans qu'on ait la possibilité de les remplacer. Il y a eu un deuxième phénomène qui est le phénomène des Boubanguéré, c'est-à-dire résultat de ce qu'on a mentionné dans l'économie par rapport aux jeunes. Alors, des jeunes qui n'avaient pas de travail après avoir eu un diplôme se sont lancés dans le commerce, mais pas dans le commerce, dans le circuit normal, mais du commerce pour casser l'économie. Donc, Boubanguéré, c'est casseur de prix. Donc, ce sont ces deux phénomènes qui sont passés peut-être aperçus des spécialistes, mais inaperçus de la société. On a pris ça comme des phénomènes juste passagers. Il y a l'inversion des valeurs. Enfin, nous avons tous ici dans la salle, dans nos familles, des enfants qui ont fait des enfants. C'est-à-dire une fille ou un garçon de 12 ans qui devient parent. L'inversion de valeurs a comme corollaire le manque de culture identitaire et de l'estime de soi. Il y a l'accroissement de la pratique de la corruption, la mainmise des hommes du pouvoir sur les biens publics et sur certains secteurs générateurs de revenus. Et au niveau de la jeunesse, l'accumulation des années blanches qui ont fait que la jeunesse centrafricaine n'est pas à un niveau pour pouvoir se satisfaire, enfin, financer personnellement la vie. Et donc, ce phénomène contribue à l'inversion de valeurs. Ça, c'était la deuxième source. La troisième source est politique. Alors là, nous avons recensé la gestion clanique de la chose publique, l'absence d'institutions fortes, la politisation
de l'armée. L'exemple typique, c'est le CMRN, le Conseil militaire de redressement national, où tous les officiers ont jeté l'uniforme pour aller faire de la politique, donc la politisation de l'armée. Il y a aussi la concentration des pouvoirs aux mains d'une seule personne. Alors, nous pensons que cet aspect va peut-être être adressé par le panel numéro 3, donc on ne va pas beaucoup s'attarder dessus parce que ça rentre dans la bonne gouvernance. Maintenant qu'on a défini ce que c'est que la paix et la sécurité et qu'on a posé le diagnostic, à savoir que l'économie, le social et le politique sont des facteurs qui peuvent déstabiliser la paix dans un pays, on s'est posé la question, il faut bien un organe quelque part pour gérer la paix et la sécurité. Alors, sur les organes, nous avons pensé, je ne sais pas si ça va être distribué, il y a le groupe de recherche sur le groupe de recherche, GRIP, groupe de recherche, groupe de recherche internationale sur la paix, qui est une association belge, qui a fait une étude sur le RSS en 2009. Ce travail est disponible, ça a été remis au gouvernement centrafricain. Et donc, le GRIP identifie deux types d'acteurs de la paix et de la sécurité. Le premier type d'acteur est institutionnel, c'est-à-dire le gouvernement, donc le président de la République ou la présidente de transition et son gouvernement. Mais il y a aussi les institutions telles que le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est aussi la sécurité sanitaire. Le ministère de l'Agriculture, parce que la sécurité est aussi sécurité alimentaire. Donc, ce sont ces organes qui peuvent contribuer à créer ou défaire la paix dans un pays. Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe dit d'exécution. Et dans ce groupe, on trouve les forces de défense et de sécurité, donc l'armée nationale. Et nous avons donc identifié que pour garantir la paix dans un pays, il faudrait des institutions fortes pour élaborer les lois, définir les responsabilités, définir les périmètres d'intervention de chaque acteur de la paix et de la sécurité, mais il faut aussi l'organe pour maintenir la paix, donc les forces de l'ordre, donc les forces de défense et de sécurité. Donc fatalement, si l'État centrafricain veut maintenir la paix et la sécurité, il faut créer des forces de défense et de sécurité. Alors quelqu'un va dire oui, mais ça existe déjà. Naturellement que ça existe. Notre travail a consisté à aller regarder, mais où sont les FACA? C'est quoi les FACA aujourd'hui? Alors j'ai quelques chiffres pour alimenter le débat. Déjà, la RCA a 5028 km de frontières avec les pays voisins. 1577 km avec la République du Congo, donc la RDC. 1197 km avec le Tchad. 990 km avec le Soudan du Sud. Donc, ce sont ces trois pays où on a la plus grande frontière. Ensuite, on a 797 km avec le Cameroun, 467 km avec le Congo et 175 km avec le Soudan. Le Cameroun, c'est 797.
Donc, si je veux garantir la paix dans mon pays, il faudrait que je garantisse la paix ou que j'ai la capacité de surveiller mes frontières. Pourquoi ces chiffres? C'est justement pour savoir est-ce qu'il faut combien de FACA pour surveiller le territoire et avec quelle attribution. Alors, fatalement, on est amené à parler des FACA. Donc il y a beaucoup de questions qui animent la société centrafricaine aujourd'hui, notamment celle de dire il faut réarmer les FACA. Donc avant d'aborder la question du réarmement des FACA, nous avons jugé utile de faire marche arrière, de regarder l'armée depuis un certain temps. Donc on remonte à 79. Pourquoi 79? Parce que jusqu'en 79, il semble qu'il y avait une armée nationale. Donc en 79, déjà en 77, quand Bokassa devient maréchal, il y a l'armée qui est vraiment nationale. Ensuite, en 79, quand il se couronne, il va créer l'armée impériale qui était sa garde prétorienne. Alors, c'est intéressant de comprendre l'évolution parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre l'argument dans nos préconisations. La garde présidentielle était la mieux dotée, la mieux habillée, la mieux logée, et les autres, bon, appelés à se démerder. Donc, c'est à partir de cette époque que les forces de défense et de sécurité ont commencé à montrer qu'eux aussi peuvent devenir les bourreaux du peuple. Donc l'armée a commencé à perdre en valeur, en considération, à partir du moment où le phénomène de corruption a fait que les gendarmes séquestraient la population, la police séquestrait la population, et ainsi de suite. Tous ceux qui faisaient des formations d'officiers à l'étranger, une fois revenus au pays, choisissaient d'aller dans la sécurité présidentielle plutôt que d'être une armée chargée de la protection de la population. Donc, cette méthode s'est amplifiée avec le temps. C'est de là qu'est née la tribalisation de l'armée, parce que chaque président qui arrivait créait sa propre sécurité présidentielle, prenait les meilleurs éléments de l'armée conventionnelle. Donc du coup, à partir des années 80, FACA voulait dire sécurité présidentielle. Donc quand un président qui s'accroche au pouvoir, qui veut maintenir le pouvoir, veut avoir des FACA qui lui sont dévoués, il les recrute dans son ethnie. Alors, c'est à cela que va s'ajouter le CMRN, ou paix à son âme. Peut-être qu'en créant le CMRN, ils avaient bonne conscience, mais en fait, le CMRN a été le point de départ de la déstabilisation de la notion de forces armées centrafricaines. À partir du moment où les militaires sont tous allés faire de la politique, il n'y avait plus d'officiers pour s'occuper de ce que c'est que l'armée en tant que telle. Alors, comme on nous dit que l'armée, enfin les FACA existent, il faut bien qu'on sache combien ils sont. Il y a 8337 personnes qui émargent comme FACA. Il y a 2218 qui émargent à la gendarmerie nationale.
et il y a 1591 à la police nationale. Pour une population estimée à 4 millions, 3 millions et 4 millions d'habitants. Donc on peut faire le pourcentage. Il y a 0,00, enfin j'ai essayé de faire l'exercice, bien que je ne crois pas aux chiffres de recensement, je ne sais pas si nous sommes réellement 4 millions, mais supposons qu'on soit 4 millions, il y a donc un soldat pour 10 000 km². Donc, il faut un soldat pour protéger 10 000 km². Donc, comment il va le faire? Ou un soldat, en nombre d'habitants, je n'ai pas fait le calcul, donc je ne peux pas. On peut faire le calcul. Alors, cette petite histoire, c'était pour montrer que nous n'avons pas une armée pour sécuriser les 5000 km de frontières que j'avais énumérées. Donc, il y a trop de chiffres, je vais arrêter, je ne vais plus parler de chiffres. En tout cas, on n'a pas une armée nationale capable de faire face à l'enjeu. Et c'est ça qui fait que lorsque une force non conventionnelle se lève d'un coin de la RCA, donc une rébellion, comme il n'y a pas une armée nationale, c'est facile d'aller déstabiliser le fonctionnement, donc créer l'insécurité et casser la paix. Il y a encore un autre phénomène. Jean-Pierre. Si j'ai bien compris. Jean-Pierre, désolé, est-ce que tu peux aller à l'essentiel? Tu peux synthétiser parce qu'on est pris par le temps. Il y a encore 2 panélistes qui vont passer. Désolé, hein. Faudrait que tu... Bon, je vais essayer de faire. Mais en fait je vais arriver aux propositions et les propositions... Non, mais les propositions, ça sera au cours des ateliers cet après-midi. Merci. Il faut bien que je... Vas-y, merci. Merci. Il y a un phénomène que je ne pourrais pas passer sous silence. Les forces non conventionnelles. Donc aujourd'hui la Séléka, les anti-Balaka, mais il y a une autre forme de force non conventionnelle dont les patrons, le patron est en même temps patron de la gendarmerie. Donc je voulais dire, je veux parler du mélange de genre. Le patron de la gendarmerie a une compagnie de sécurité privée. Bon. Donc après avoir cité ça, nous arrivons aux préconisations. Nous nous sommes dit, bon, puisque nous pensons que la paix et la sécurité dans le pays ne peuvent être garanties que par les forces de défense et de sécurité, et que leur rôle ne peut être défini que par les institutions, la première préconisation lors de ce forum devrait être de clarifier les rôles institutionnels. Alors, on a fait le petit exercice d'aller regarder toutes les constitutions de la RCA. Et il y a un fameux article 16 qui dit que la défense de la patrie est le devoir de tous les citoyens. Ça veut dire que si moi aujourd'hui je me décide que je prends ma machette, je défends ma... Micro. Donc, merci. Il faut qu'on aille regarder la Constitution et définir qui doit... Enfin, quel est le rôle des forces de défense et sécurité. Est-ce que c'est défendre juste le président de la République ou bien défendre le citoyen? Il faut que cet article 16 soit revu. La deuxième préconisation, il faut bien que nous ayons le courage de toucher la question de la garde présidentielle. Parce que c'est ça qui fait que chaque président transforme l'armée à sa garde prétorienne. Donc il faut séparer les fonctions de garde des personnalités, peu importe que ça s'appelle garde présidentielle ou garde ministérielle, la garde des responsables politiques doit être assurée par un autre organe que les FACA. La préconisation numéro 2, le désarmement forcé. Appliquer tout simplement les résolutions des Nations Unies.
en plus de cela, il nous faut peut-être faire une conférence sur la sécurité en Centrafrique avec les pays voisins qui sont impliqués dans le processus de déstabilisation de la RCA, donc le Tchad et le Soudan. Faire lobbying, enfin un lobbying Eric appelle cela de diplomatie forte afin de garantir la sécurité immédiate à nos frontières. Donc, après avoir touché la Constitution, réfléchi sur les attributions des forces de défense et de sécurité, on doit maintenant s'attaquer, faire ce qu'on appelle le DDR qui ne se fait jamais, donc la démobilisation, repenser le DDR et mettre les bases de la restructuration des forces de défense et de sécurité en nous basant sur le RSS, la réforme du secteur de la sécurité, en nous appuyant sur les recommandations du GRIP. Et dans cette démarche, on peut réfléchir sur la mise en place de nouveaux modes de recrutement, parce que 8000 soldats, peut-être qu'aujourd'hui il en reste combien, puisqu'ils émargent, mais on ne sait pas où ils sont. Donc, introduire un nouveau mode de recrutement, peut-être par quota préfectoral, peut-être par quota ethnique, c'est à vous de le dire. Et voilà, donc c'est ça qui serait le véritable base de la réforme des forces de défense et de sécurité dédiées à la protection du peuple. Qu'on sorte d'une armée dont le rôle est de séquestrer la population aux postes frontières, aux barrières économiques, ou bien dans les postes arriérés, dans les petits villages. Et je terminerai par la création de casernes spécialisées. Il faudrait peut-être plus de casernes militaires qu'aujourd'hui, avec naturellement des activités, de pôles d'activité autour de ces casernes. Donc, en plus de Bois et de Bangui, créer d'autres casernes dans le nord, dans l'extrême ouest, et recruter, donc par quel mode, ce serait l'objectif de cet après-midi, pour qu'il y ait au moins 20 000 Centrafricains dont le travail, c'est d'assurer la sécurité des 4 millions d'habitants, afin que ces 4 millions d'habitants puissent vivre en paix. Donc ce document sur la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine existe. Ça a été mis à disposition pour que ce soit distribué à tout le monde. Nous avons tout là-dedans. Et si on applique, ne fût-ce qu'à la lettre, le RSS, on aura ramené la paix d'ici 2018. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup Lydie. Alors moi je n'ai pas malheureusement participé à vos travaux, donc je peux réagir qu'à chaud par rapport à ce que vous avez dit, mais j'ai noté quelques éléments, je me permettrai d'y revenir tout à l'heure. Alors moi mon travail finalement il est de décortiquer ou d'analyser... Excusez-moi, vous vous présentez. Pardon, rapidement. Je ne sais pas présenté dans le programme. Donc Emmanuel Dupuis, je préside un laboratoire d'études, think tank pompeusement appelé ainsi, qui s'appelle l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et je suis enseignant, j'enseigne la géopolitique à l'Université Paris-Sud. Et j'ai appartenu à plusieurs cabinets ministériels, dont celui de Jean-Marie Bockel, ce qui me donne une petite légitimité à parler sur l'Afrique, continent que je connais, pour y aller très souvent et pour travailler sur les questions qui me sont demandées aujourd'hui. Quand Lydie m'a demandé de choisir une thématique, je ne voulais pas rentrer dans le processus DDR ni RSS, parce qu'il me semble, mais on est là pour se dire un certain nombre de vérités, que c'est un processus trop onusifié, si j'ose dire, et parfois un petit peu théorique et pas assez pratique. Mais j'y reviendrai au cours de mon intervention. Par contre, ce qui m'intéresserait d'évoquer avec vous, c'est quelle vision innovante et quelle perspective pour un conflit particulièrement, j'allais dire, unique, mais tous les conflits le sont finalement. Bref, comment adapter le meilleur outil face à une crise sur laquelle beaucoup se sont penchés et forcés de constater beaucoup, et c'est notre cas, avons échoué. Donc quel mécanisme innovant en matière de sécurité ?
Je m'excuse d'emblée parce que je ne pourrai pas rester cet après-midi pour vos travaux, donc je me permettrai de faire d'ici quelques propositions que j'espère seront évoquées ultérieurement. Alors moi j'ai séquencé ma présentation en 5 questions qui me semblent utiles de nous poser et en 5 préconisations qui nous semblent utiles éventuellement de mettre en œuvre de manière convergente. La première des questions, c'est finalement, puisqu'on parle de l'optique de créer de nouvelles institutions en matière de sécurité, de reconstituer les forces centrafricaines, les forces armées centrafricaines ou les forces centrafricaines de sécurité, est-ce qu'on est vraiment dans cette temporalité? Bref, est-ce qu'on se trouve actuellement dans la situation de parler de pacification, de stabilisation ou tout simplement de sécurisation? Je reformule moi-même ma question. Comment se fait-il que, médiatiquement, et donc aux yeux de l'opinion publique, aux yeux du monde, on soit passé de l'urgence humanitaire, de l'urgence sécuritaire, à une urgence politique, alors même qu'il n'y a pas eu d'élection, alors même que l'on sait qu'il n'y a pas eu sensiblement assez d'innovation en matière institutionnelle. Bref, au lieu de réformer la vision politique des choses, peut-être aurait-il fallu commencer par la réforme des institutions et la réforme de l'État, et notamment en ce qui concerne les systèmes de sécurité. Je rappelle quand même que 4 résolutions des Nations Unies précisent la marche à suivre, et que malgré ces 4 résolutions, notamment la dernière, la 2149, ni la MINUSCA n'est complétée en termes de ce qu'on appelle la génération de force. Je vous rappelle qu'en septembre, il devait y avoir 12 000 hommes, et qu'à terme, en décembre, donc il y a quelques jours, nous devions atteindre 20 000 hommes. Nous en sommes loin, parmi ces 20 000 hommes, il devait y avoir 1800 policiers, mettant en avant le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une opération cinétique, militaire, mais bien dans une approche globale. Donc, pacification, sécurisation, stabilisation. J'essaierai d'apporter des éléments de réponse ultérieurement. Deuxième question, dans quel ordre doit-on positionner le débat sur la reconstruction? En gros, est-ce que le forum de Bangui arrive trop tôt ou est-ce que le forum de Bangui arrive trop tard? Arrive trop tard parce qu'il a été retardé ou arrive trop tôt parce qu'il devrait mettre en place un certain nombre d'institutions qui ne seront pas mises en place parce qu'il y aura eu des élections. Je préciserai mon point de vue dans l'ordre constitutionnel qui me semble être celui qui convient de mettre en place quand il s'agit de reconstruire un État en s'appuyant sur les exemples que nous connaissons, notamment celui que je connais bien, le Mali. Donc, comme je le disais, n'aurait-il pas été plus simple, au lieu de penser échéance électorale, de penser échéance constitutionnelle, échéance institutionnelle? N'aurait-il pas été plus convaincant de faire comme un certain nombre de pays qui ont connu d'autres formes de révolution, d'autres formes d'instabilité? Je pense à ceux du printemps arabe, où on pense d'abord à la rédaction d'une constitution, on pense ensuite à l'institution qui va la valider ou qui va la discuter, c'est ce qu'on appelle une constituante, et qu'une fois qu'on a une constitution communément acceptée par tous, dans une démarche inclusive, parce que tous les acteurs de la société civile iront participer, qu'on ait une constituante qui permet de la promulguer, à ce moment-là, on peut avoir un processus politique normé dans lequel les parlementaires peuvent s'appuyer sur un texte juridique. Bien évidemment, je sais qu'il y a une charte constitutionnelle en 2012, je sais qu'il y a une constitution en 2004, peut-être est-il temps de réformer, rénover, proposer une alternative à ces 2 textes juridiques. Je dis cela parce que quand il s'agit de la réforme des systèmes de sécurité, on oublie un élément fondamental de la réforme du secteur de sécurité, c'est celui du contrôle politique, voire du contrôle parlementaire. Comment peut-on réformer les systèmes de sécurité s'il n'y a pas de parlement justifié ou qu'il n'y a pas d'autorité politique suffisamment forte et suffisamment convaincante pour justement accepter que ces militaires puissent respecter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire celui qui a été évoqué par monsieur, le retour aux casernes des militaires et la stricte obéissance politique, administrative et institutionnelle. Je pose cette question, mais j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse plus tard. Troisième question que je pose, de quelle question parle-t-on réellement? Est-ce que finalement, à travers ce processus de sécurisation, on ne se pose pas aussi la question du processus de sécurisation de la communauté internationale?
Je rappelle que la MINUSCA est la deuxième force onusienne sur le continent africain après la MONUSCO. Je rappelle également que quand une force onusienne s'installe, elle s'installe avec beaucoup d'ampleur, si j'ose dire. Elle s'installe sur le long terme. La MONUSCO, ça fait 17 ans qu'elle est là. Et je vous rappelle qu'elle n'a pas empêché les massacres des populations et qu'elle n'a pas non plus empêché la réémergence ou l'existence de mouvements rebelles. Je prends pour exemple le M23. Je pose cette question parce que votre pays se trouve dans un cas qui n'est pas unique en Afrique, dans lequel vous allez devoir gérer la reconstruction de vos forces armées, tout en prenant en compte le fait que sur votre territoire, vous aurez peu ou prou 25 000 hommes qui ne sont pas de nationalité centrafricaine. C'est un défi tout à fait considérable et il me semble que s'il n'y a pas d'autorité politique et administrative suffisamment reconnue par la communauté internationale ou par les citoyens du propre pays, cela pose un problème absolument insurmontable. D'une certaine façon, je remets moi-même en cause le système onusien. Je remets moi-même en cause le fait que, à force d'installer des agences onusiennes, à force d'installer ou de faire coexister une démarche politique avec la MINUSCA, à force de prendre l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs, mais dans des contextes radicalement différents, on est peut-être en train de tuer le concept même de la responsabilité de protéger l'onusienne, car on voit bien qu'elle ne réussit pas à le faire, malheureusement, tout simplement, malheureusement. Quatrième question, et c'est une question, à mon avis, qu'on pourrait poser à l'ensemble des différents panels, est-ce que finalement l'état d'esprit politique a changé ? Nonobstant le deuxième gouvernement Kamoun, nonobstant le changement d'un certain nombre de ministères, et je pense notamment à celui que je suis avec beaucoup d'attention, qui est le changement du ministère de la Défense avec, pour la première fois, le ministre de la Défense, et je me félicite que Mme Koyara soit nommée ministre. Je le sais parce qu'elle a un plan tout à fait passionnant et tout à fait innovant. Mais est-ce que finalement la donne politique a changé depuis Brazzaville ? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle Brazzaville, tout comme les médiations ultérieures, n'ont pas donné la quintessence de leurs fruits. Est-ce que l'on peut même penser à avoir une démarche inclusive, donc incluant toutes les forces vives de la nation, quand on sait qu'on est dans un phénomène radicalement opposé, où l'on voit émerger des médiations un petit peu partout. Nairobi en est une, Lomé n'était pas la même chose parce que c'était préparatoire à Bangui. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de ne pas considérer que théoriquement une médiation, à partir du moment où la MINUSCA a été créée pour ça, devrait être faite sous l'égide des Nations Unies, bref, à force de saupoudrer la médiation, de multiplier les facilitateurs et les médiateurs, n'est-on pas en train de remettre en cause même la méthode en question? Mais ça, c'est une question, je sais, sur laquelle vous allez cet après-midi travailler. Cinquième question, et je ne viendrai ensuite pas sur mes 5 pistes exploratoires, comment impliquer les grands acteurs du développement et de la reconstruction? C'est une question qu'on ose rarement poser. Et je la pose d'emblée, parce que quand je parle des acteurs de la reconstruction, je parle bien évidemment de ceux qu'on ne veut pas nommer. Et pourtant, je vous livre quelques chiffres à mon tour, et je ne veux pas non plus être trop universitaire. L'Arabie Saoudite a dépensé l'année dernière 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros, c'est la somme que consacrée la communauté internationale à la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Donc l'Arabie Saoudite a dépensé 16 milliards d'euros d'aide publique en développement, ce que nous avons consacré pour la lutte contre le terrorisme. Je vous livre cela en ne disant pas que l'Arabie Saoudite est la solution, mais en disant que peut-être un certain nombre d'acteurs sur lesquels il n'y a pas eu suffisamment d'investissement, d'un côté l'Arabie Saoudite, peut-être de l'autre les grands acteurs du développement qu'on oublie toujours, mais pourtant ils sont présents, notamment les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis financent 35% des opérations de maintien de la paix, et je rappelle aussi que les États-Unis ont une préoccupation un petit peu particulière sur l'Asie centrale, tout simplement parce que le dossier est tenu par 2 personnes en question, Stephanie Powers, qui est l'ambassadrice américaine auprès du Conseil de sécurité, et Valérie Amos, qui est la secrétaire générale adjointe, chargée de l'humanitaire, qui, comme vous le savez, a souhaité se rendre très prochainement à Bambari. Donc cette question de la prise en compte de l'émergence,
de la prise en compte d'autres acteurs, voire d'autres organisations internationales. J'en citerai qu'une, l'Organisation de la coopération islamique, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a dit qu'elle était prête à contribuer de manière homogène, et non pas territorialement ciblée ou figée, pour ne pas justement rentrer dans ces considérations. Bref, je pense qu'à force de mettre à l'encan et à oublier un certain nombre d'acteurs, nous oublions sans doute qu'il y a d'autres façons de résoudre les questions que je vous ai posées. J'en viens maintenant à mes 5 pistes exploratoires. Je ne sais pas si elles sont innovantes, en tout cas elles sont exploratoires. La première est de penser régionalement. Dans un contexte dans lequel la question budgétaire est déterminante, la MINUSCA coûte 800 millions d'euros. Les Américains ont dit qu'ils la financeraient pas plus tard qu'avril 2015. Après, j'en reviens à ma question précédente, il faudra bien trouver ceux qui financeront l'opération. Je ne suis pas certain que nous, comme d'autres, au niveau de l'Union européenne, ayons suffisamment pensé cette question. Je pense qu'il est temps de penser régionalement parce que si l'ennemi, entre guillemets, les adversaires, sont ou agissent dans une logique transnationale, transverse, transrégionale, à ce moment-là, la question sécuritaire, la réponse sécuritaire ne peut être que transrégionale et ne peut évidemment pas s'arrêter aux frontières. Je prends l'exemple de la question du Sahel. La question du Sahel a été traitée d'abord de manière onusienne et maintenant est de plus en plus récupérée, réinstallée dans un cadre régional. Je prends 2 exemples, la création du G5, le processus de Nouakchott et la mise en place d'un certain nombre de logiques, je vous en livre quelques-unes, qui sont parfaitement duplicables dans l'exemple centrafricain. La mise en place de brigades mixtes. Quand je dis brigade mixte, un petit peu ce qui existait au niveau de la FOMAC, même si la FOMAC est critiquable, mais le fait qu'il puisse y avoir des patrouilles qui ne soient pas seulement que centrafricaines, mais des patrouilles dans lesquelles il y ait plusieurs forces armées qui participent à la sécurité du quotidien. La mise en place d'un état-major commun, ça a été fait dans le sud algérien à travers le CEMOC. Le partage de l'information, et quand je dis partage d'information, suffisamment en amont, dans une logique d'alerte précoce, c'est-à-dire d'avoir une coordination entre services de renseignement. Faudrait-il aussi créer, sans doute, un service de renseignement centrafricain, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bref, comme ça a été évoqué à Addis Abeba il y a quelques jours, mettre en place des brigades régionales, mettre en place une force de réaction rapide, mettre en place une capacité de réaction rapide, en tout cas beaucoup plus rapide que les 3 mois que théoriquement sont à disposition des brigades régionales. Comme vous le savez, il y a une brigade régionale qui est liée à la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je ne suis pas certain que ce soit l'outil le plus adapté. Bref, plus d'interopérabilité, plus de moyens capacitaires, et je reviendrai évidemment à cette question, car il s'agit aussi de lever l'embargo sur les armes, qui pourtant a été voté de manière unanime, en tout cas a été voté au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, peut-être serait-il temps de créer un G6. J'enlève le Soudan, j'enlève le Sud-Soudan, pour des questions que vous comprendrez évidemment, en y associant l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Congo, Brazzaville, le Cameroun et le Tchad. C'est ce que revenait un petit peu à l'idée que vous disiez d'une conférence régionale sur la sécurité. Je dis cela parce qu'à Dakar, dans l'espace sahélo-sahérien, s'est tenu en novembre et en décembre. En novembre, création d'un centre d'études stratégiques régionales à Dakar sous l'égide de Cheikh Tidiane Gadio, qui, je vous rappelle, est le négociateur pour le CI pour la Centrafrique, et s'est tenu un sommet à Dakar, au cours duquel le ministre français a appelé à ce qu'il y ait une généralisation de ce type de centres stratégiques, qui soient des centres stratégiques régionaux. Deuxième piste, deuxième question, agir globalement. Et là, je me mets moi-même en situation de vous offrir une analyse, une perspective qui est actuellement en cours, en réflexion au sein du ministère de la Défense français. Comme vous le savez, le dispositif Serval s'est mué en dispositif Barkhane. Donc maintenant, nous avons 3000 hommes qui sont interchangeables, très mobiles, parce qu'on y a dopé la capacité aéroportée, capacité donc de transport par hélicoptère et donc d'attaque par hélicoptère, dans un cadre qui est multinational, de la Mauritanie jusqu'au Tchad.
le dispositif Barkhane a son état-major à Djamena. Les Rafales qui sortent quand il faut sécuriser le Sahel, comme quand il faut sécuriser la Centrafrique, sont basés à Djamena. Il me semble également que les Américains, avec leur dispositif Africom, les 35 opérations qu'ils ont projetées depuis 2 ans, les 5000 hommes du dispositif, se focalisent peu ou prou sur l'interconnexion entre le centre d'une vaste zone déstabilisée, avec des acteurs protéiformes, j'y reviendrai, nigériens d'un côté, Somalie de l'autre, et est de la République centrafricaine, notamment avec ce qui préoccupait jusqu'à présent beaucoup les Américains, l'existence ou la coexistence ou le maintien de l'armée de libération du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dominique Ongwen n'a pas été livré à la Cour pénale internationale, alors même qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, mais a été livré au FBI, car c'est le FBI qui avait demandé à ce qu'il soit arrêté. Bref, je pense que nous sommes rentrés dans une réflexion dans laquelle, peut-être, je ne dis pas que Barkhane a vocation aussi à s'occuper de la RCA, mais en tout cas à réfléchir à une mutualisation des moyens. Nous ne pourrons pas, par rapport à nos capacités budgétaires qui sont limitées, nous avons actuellement 10 000 hommes sur le continent africain. La vocation, c'est d'en avoir quasiment autant en opération intérieure. Ça en fait 10 000 de trop. Donc à un moment ou à un autre, il y aura forcément une opération qui sera sacrifiée. Le fait que nous remettons en cause l'utilisation de nos 2 hélicoptères Tigre, que pourtant nous avons projetés sur Bangui, est peut-être une réponse à ce que j'évoque. Il y aura sans doute un désengagement capacitaire, humain, français. Il a déjà eu lieu, puisque pour qu'il y ait 10 000 hommes en opération intérieure, il a bien fallu prolonger le mandat des militaires actuellement en opération. Donc les militaires français qui sont en opération ne feront pas 6 mois, mais ils feront sans doute 8, 9 et plus, ce qui provoque de la lassitude, de la fatigue et sans doute une moindre capacité opérationnelle. Donc vous avez déjà une conséquence de ce que j'évoquais. Et puis bien évidemment, avoir à l'esprit qu'en élargissant le panorama, en faisant cette liaison entre d'un côté le Sahel et de l'autre une résurgence d'une autre forme de conflictualité qui est celle de la propagation de plus en plus orientale de Boko Haram vers la zone de l'Afrique centrale, vous avez là en tout cas une matrice dans laquelle un certain nombre d'acteurs, je pense aux Américains, pourront s'impliquer. Troisième innovation, et je promets que j'irai vite sur celle-ci, penser et agir raisonnablement. Ça a été évoqué par mon prédécesseur, je n'y reviendrai pas, peu importe une querelle de chiffres, je ne sais pas combien les FACA doivent contenir d'hommes, par contre, il s'agit de choisir le périmètre de leur action. Et ça, c'est particulièrement important quand il s'agit d'abonder et d'œuvrer dans le cas du RSS. Savoir qui fait quoi. Un militaire ne peut pas faire de la sécurité publique, ce n'est pas son travail. Un agent du renseignement ne peut pas arrêter des militants politiques, ce n'est pas la raison pour laquelle il a été créé. Bref, il s'agit de définir, de normer et de donner une mission précise aux forces armées. Moi-même, je pense que, raisonnablement, si nous avons 500, puis 1000 gendarmes et in fine 2000 personnels dédiés à la sécurité intérieure, on couvre peu ou près les besoins. Je pense que si nous avons 8000 à 10 000 forces armées, dont la mission serait l'ordre public, la garantie d'ordre public, la lutte contre les ingérences, la protection des populations, je rajoute une dernière, la lutte contre les déviances, contre toute forme de déviance, toute forme criminelle de déviance, que ce soit les actions terroristes, Dieu merci, vous en êtes pour l'instant préservés, mais il n'est pas impossible que vous soyez vous-même, comme le Gabon, victime d'autres formes de déstabilisation. Le Gabon est très préoccupé par l'utilisation illégale, tout simplement par le braconnage. Il a même d'ailleurs créé une brigade régionale, à vocation régionale, pour éviter que cette question obère sur sa capacité financière. Je pense que vous pourriez aussi réfléchir à cette question concernant leur paillage et notamment le trafic de pierres précieuses ou le trafic lié à votre sous-sol. Bref, avoir aussi une réflexion sur la surveillance des frontières, c'est pour ça qu'il me semble qu'il conviendrait non seulement de penser
des forces armées à hauteur de 10 000 hommes, mais de penser à la création de 10 000 gardes frontières pour protéger les nombreux kilomètres que vous avez évoqués. Ce qui me permet de rajouter 2 points. Plus de technicité peut évidemment compenser une démarche capacitaire quantitative. Donc, ce qui implique le fait que nous puissions livrer le matériel que vous avez évoqué, qui pour l'instant est bloqué. Vous évoquiez à juste titre l'article 16. L'article 16 est à rénover, mais il est aussi à prendre en compte philosophiquement. L'article 16, c'est la résilience de la population centrafricaine. C'est considérable. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes, alors je ne sais pas les classes d'âge et là, en tout cas, beaucoup de Centrafricains qui ont chevillé au corps l'esprit national et qui peuvent contribuer, autant que faire se peut, dans un processus de réconciliation, dans un processus de vérité, dans un processus de justesse du pardon et justesse de la peine, évidemment, contribuer au recouvrement de la souveraineté et nationale et la prise en compte de la souveraineté populaire. Un mot pour critiquer le concept de DDR et de réforme des systèmes de sécurité. Comme je l'ai dit, il est pour l'instant appliqué et mis en place dans le système onusien, dont acte. Ce qui, moi, me gêne beaucoup, c'est qu'il est conceptuellement adapté à des théâtres d'opération qui ne sont pas ceux de l'Afrique francophone. Je vais plus loin. Les structures que vous avez évoquées, à part le GRIP, qui est effectivement francophone puisque situé à Belgique, mais le DICAF à Genève ou le Geneva Center for Peace and Security dupliquent une matérialisation, un concept d'emploi, une pratique tactico-opérationnelle qui ne convient pas aux forces armées de l'espace francophone parce que nous ne vous avons pas formé de cette nature. Donc de 2 choses l'une. Soit il y a de nouveau une autre formation qui advient, et de ce point de vue-là, il sera très difficile d'avoir une interopérabilité avec les troupes sur place, puisque les Sangaris resteront. Si peu ou prou elles vont diminuer, elles seront présentes. Ça implique 2 choses. Soit nous impliquons une vision francophone de la réforme du système de sécurité. Moi-même, je plaide sur cette thématique et j'abonde dans le sens de ceux qui œuvreraient pour que la francophonie s'empare de cette question. Ou alors, nous abdiquons et nous partons du principe que le RSS, ce sont des grandes compagnies anglo-saxonnes qui, à travers la privatisation d'un certain nombre de missions régaliennes, comme vous l'avez très bien dit, dupliqueront ou remplaceront ce que faisait l'État. Ce n'est pas, en tout cas, ma vision d'une démarche inclusive en termes de reconstruction. 4e élément, penser au lendemain. Mais ça, je n'abonderai pas et je n'opérerai pas sur ce qui a été dit précédemment. Il faut toujours penser au lendemain. Galliani avait cette phrase: quand nous menons la guerre, n'oublions pas que le lendemain, le marché devra fonctionner. Bref, il faut avoir à l'esprit que nous avons des ennemis et que les gens qui vivent dans cet environnement ne sont pas nos ennemis. C'est cette quadrature du cercle qui vise à œuvrer pour une action globale, une comprehensive approach, comme diraient les anglo-saxons. Je vous livre ces éléments. Nous n'avons pas réussi à totalement y répondre. Bref, les miliciens d'aujourd'hui sont les combattants de demain. Quand on implique un processus de réconciliation, il y a toujours une main tendue et il y a toujours une logique de pardon. Ça veut dire qu'on doit aussi offrir une perspective avec ceux avec qui on dialogue. Si on dit que la justice n'est pas la justice des vainqueurs, c'est les vainqueurs qui appellent à ce qu'il y ait une justice de tous, mais ça ne marche pas quand le vainqueur dit « nous vous pardonnons, mais vous vous débrouillez ». Au contraire, il faut intégrer. Et je crois qu'en matière de sécurité, il y a là un chantier aussi d'une importance considérable. Je pense également, et comme on est entre nous, et je vois dans la salle beaucoup d'amis, je me permets de le dire sans que ça me soit reproché, en tout cas je l'espère, par le passé, je pense qu'il serait temps de changer de médiateur. Je pense que le président Sassou Nguesso a sans doute, de par son agenda électoral propre, de par les difficultés qui sont siennes, de par les critiques qui émanent de la communauté africaine comme de la communauté internationale, sans doute mieux à faire et sans doute beaucoup plus d'aspects positifs à donner pour son propre pays. Donc il est temps de changer de médiateur. Deuxièmement, il est aussi temps d'abonder dans le renforcement de la solidarité africaine. Et je crois que là aussi, c'est une question qui
a été souvent posé, mais sur lequel il y a rarement eu de questions. Et cette solidarité africaine, c'est la solidarité du voisinage. Prendre en compte qu'un certain nombre de pays, qui, peu ou prou, mais c'est discutable, n'avaient pas des intérêts vitaux, je pense notamment aux Comores, je pense notamment à Madagascar, je pense notamment à l'Égypte, et puis bien évidemment, je ne peux pas oublier les contributions européennes avec des pays très éloignés de vos préoccupations, que ce soit la Géorgie, que ce soit l'Albanie, que ce soit l'Estonie, bref, tous ont œuvré, chacun à leur niveau, à offrir une alternative sécuritaire. Je crois qu'il faut considérer que c'est un début de cette solidarité panafricaine. Elle passe par les armes, parce que je crois que c'est là où la solidarité entre les hommes est la plus forte. Je vous l'ai dit, je le répète, je crois qu'une des actions que vous devriez mener, vous, diaspora africaine, vous, décideurs centrafricains, c'est de faire du lobby pour qu'on remette en cause qu'on obtienne la levée de l'embargo qui court depuis décembre 2013. Je crois également qu'il est temps, et ceux qui me connaissent savent que je ne mâche pas mes mots, en pensant qu'il faut défranciser la présence française en RCA. La France n'est pas l'étalon, n'est pas l'État qui va répondre à tous vos besoins. Nous sommes, comme beaucoup, sans doute en train de chercher un modèle. Nous sommes sans doute en train de redécouvrir le continent africain. Nous sommes évidemment en train de nous interroger sur la meilleure façon d'aider les armées africaines à se constituer, à se reconstituer. Bref, défranciser cette opération, ça veut dire que d'autres doivent agir pour jouer leur rôle. Le président Hollande a eu cette formule, mais elle est particulièrement prégnante. Faites votre devoir. Je crois que vous avez à nous dire, aux autres, aux Européens, faites votre devoir comme les Français le ont fait, parce que c'est aussi de votre intérêt que cette région importante aux yeux de la communauté humaine, universelle, soit préservée. Bref, j'espère que d'autres acteurs vont jouer ce rôle. 5e point, qui d'une certaine façon offre des perspectives plus d'ordre militaire. Inventer des nouvelles instances de régulation. Pensez non pas au lendemain, mais au surlendemain, quand la Centrafrique deviendra un acteur majeur elle-même de la reconstruction ou de la résolution des conflits. Il faut toujours penser, moi je suis un géopolitologue, je suis un prospectiviste, qu'une crise ne se maintient pas éternellement. Et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit cela. Bref, au lieu d'avoir un ministère de la Défense et des anciens combattants, peut-être serait-il aussi important de créer une instance, une sorte de office national des anciens combattants et des victimes de guerre, sui generis, comme la France a créé. Ça veut dire que, sans doute, il convient de créer un ministère ex nihilo qui soit différent du ministère de la Défense, un ministère des victimes de guerre, un ministère des anciens combattants. C'est sans doute dans cet véhicule-là que le processus de réconciliation sera le plus prégnant. Il est temps aussi de constituer un Conseil national de sécurité. Un Conseil national de sécurité qui voit le temps long, qui imagine la Centrafrique dans son voisinage immédiat comme dans son voisinage régional et africain. Il est aussi temps, comme ça a été évoqué par mon camarade, de créer un centre de recherche, un think tank à vocation stratégique et régionale, ce que la France a fait, aider à l'occasion du sommet de Dakar de décembre de l'année dernière. Il est aussi temps, peut-être, que l'Union africaine pense à créer une 13e école de maintien de la paix sur le continent africain. Je vous rappelle qu'il y en a 12. Elles ont toutes une vocation régionale. Je prends celle que je connais, puisque j'y ai moi-même fait des cours, l'école de maintien de la paix de Kolikoro, qui maintenant est l'école de maintien de la paix de Bamako, dans lequel ce ne sont pas des militaires français qui enseignent aux militaires maliens, mais ce sont des militaires francophones qui forment des formateurs. Je crois qu'il est temps aussi que nous pensions à la manière dont vous allez créer une génération future de soldats, et j'espère de soldats de la paix. Donc créer une 13e école de maintien de la paix à vocation régionale.
Il convient aussi d'identifier les soldats et les combattants. Ça a été dit, c'est absolument déterminant, non seulement un recensement électoral, non seulement un recensement tout court, mais aussi un recensement de ceux qui possèdent une arme. Il faut la rendre, mais il faut savoir qui a possédé une arme, parce qu'on sait très bien qu'il y a le phénomène de la récidive, et qui a possédé une arme aura facilement la capacité d'en posséder de nouveau. Donc l'identification des combattants dans le sens le plus large possible. Je crois aussi qu'il convient de transformer l'opération européenne, qui pour l'instant est une opération statique, qui, je vous rappelle, ne comporte pas suffisamment d'Européens, puisque sur les 1000 hommes que devrait contenir cette mission, 400 sont français, sur les 800 qui, in fine, ont été péniblement mis bout à bout avec des Estoniens, avec des Suédois, avec un certain nombre de pays baltes, mais pas suffisamment d'Italiens, pas suffisamment de Britanniques, et trop de Français. Et donc, peut-être serait-il temps de transformer EUFOR RCA en EUTM RCA, sur le modèle de ce qui existe au Mali. Peut-être serait-il temps que l'Europe, qui dit à juste titre qu'elle est un très fort pourvoyeur en matière d'ingénierie militaire, qu'elle est autant un acteur dans la résolution des conflits que dans les actions civilo-militaires, sans doute serait-il utile que l'Union européenne aide à former la future armée centrafricaine, les futures forces de sécurité centrafricaines, notamment en ce qui concerne les gendarmes. Je rappelle que la France a contribué à cela puisqu'elle a envoyé 55 gendarmes et qu'elle a vocation à envoyer des lots de 3, enfin des contingents de renouvellement de ces 55 gendarmes. Bref, sans doute est-il temps de penser à la transformation des forces armées centrafricaines, et je pense que l'exemple du Mali offre un bon exemple. Avant-dernier point, j'en ai plus que 2, la mutualisation et la coordination du rôle des médiateurs et des facilitateurs. Je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le cas centrafricain, il y en a évidemment certains de trop. Alors, je les énumère, mais pas de critique particulière, ne pensez pas que je critique l'un ou l'autre. Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui, comme vous le savez, agit comme médiateur pour l'organisation de la coopération islamique, coopération islamique. Louis Michel, qui a été nommé médiateur pour l'Organisation internationale de la francophonie. Évidemment, le général Gaye, qui est à la fois chef de la BINUCA, mais aussi, ne l'oublions pas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. L'éphémère ancien ministre de la Défense malien, Soumeilou Maïga, qui a été nommé avant que la justice ne le rattrape, puisqu'il a lui-même été l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le Premier ministre Moussa Mara, a été le représentant de l'Union africaine. J'en rajoute un dernier, puisqu'il se trouve que je vais être amené à travailler avec lui, Rajat Farah, qui va être nommé envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Bref, sans doute est-il temps qu'il y ait un collège, qu'il y ait un lieu, bref, que ces gens se parlent et qu'ils, à un moment ou à un autre, mettent en commun leurs propositions, leurs réactions, et en tout cas que la communication se fasse de manière plus coopérative et collective. Ce n'est évidemment pas le cas. Je rajoute que s'il faut trouver, et à un moment ou à un autre il faudra le faire, une personnalité emblématique, peut-être conviendrait-il de regarder dans le passé. Et je pense à quelqu'un, et je me tourne vers un de mes amis avec qui qu'on a eu l'occasion de côtoyer, Pierre Bouyoya, qui, il y a 10 ans de cela, agissait déjà en termes de médiateur, et qui actuellement mène une mission ô combien compliquée en tant que médiateur dans la crise malienne, en tant que représentant spécial de l'Union africaine. Peut-être serait-il temps, puisque sa mission va bientôt s'achever, nous l'espérons, de rappeler ce type de personnage, ce type de personnalité suffisamment emblématique, suffisamment dénué de toute velléité politique, car il ne se représentera pas pour un 3e mandat, puisque l'élection aura eu lieu, donc c'est déjà ça de gagné. Bref, peut-être faudra-t-il cristalliser, personnifier un petit peu la médiation. Dernier point, et je crois que c'est quelque chose que j'ai entendu à peu près dans toutes les interventions, et je m'en réjouis dans tous les panels et dans toutes les conférences réunissant les Centrafricains. Retrouver le sentiment de la conscience nationale. Les forces armées, c'est sans doute le réceptacle le plus évident dans lequel peut se reconstituer la fierté, l'appartenance
et le sentiment de se sentir 100% centrafricain et non pas 10% chrétiens, 20% chrétiens et peu importe les pourcentages. Ce qui veut dire qu'il faut aussi œuvrer, et ça a été particulièrement bien synthétisé précédemment, à ce qu'il n'y ait pas une dichotomie interne une fois qu'on a créé les forces armées et qu'on ne crée pas un hiatus entre les forces armées soutenues, les forces armées formées. Par exemple, au Mali, le grand risque consisterait à ce que les 3 bataillons qui ont été formés dans le cadre des UTM Mali se considèrent mieux à même d'avoir un rôle politique parce qu'ils ont été mieux formés. Donc attention à la dichotomie, au hiatus qui peut exister et qui s'est, dans d'autres contextes, cristallisé entre une opposition entre béret rouge et béret vert, ou encore il y a quelques semaines avec la compagnie de sécurité présidentielle burkinabèse. Attention à ce qu'il n'y ait pas ces 2 poids, 2 mesures. Dernier point, et je vous promets que j'en ai terminé par là, attention aussi au fait de ne pas créer une armée mexicaine. Peu importe le volume, ce qui importe, et c'est aussi vrai en ce qui concerne l'appareil de sécurité qu'en ce qui concerne le politique, évitons d'avoir trop de ministres, évitons d'avoir trop d'officiers, et ayons beaucoup plus de sous-officiers, beaucoup plus de militaires du rang, et je rajouterai au niveau politique, mieux vaut avoir moins de conseillers à la présidence, mais beaucoup plus de préfets, beaucoup plus d'administrateurs et beaucoup plus de gouverneurs dans le pays réel. Merci. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Je ne sais pas si vous pouvez rester encore avec nous et prendre 2 ou 3 questions avant de partir. Très bien. Alors, naturellement, je passe le micro à Serge Majot qui avait commencé... Merci. Ben, encore une fois, Monsieur Dupuis, vous avez été très brillant. Je me suis déjà rendu compte que la situation de la République centrafricaine est très complexe, géopolitique, géostratégique. Nous, les Centrafricains, nous faisons que subir, mais il y a une chose qui me rassure, c'est qu'il y a énormément de gens qui pensent au bien-être de la République centrafricaine, sauf les Centrafricains eux-mêmes. Concernant le point essentiel dans le problème de la sécurité en Centrafrique, je l'ai dit, tantôt j'ai commencé, on m'avait interrompu, c'est tous les pays de la CEAC doivent travailler conjointement sur un projet de défense. Un accord de défense doit être signé entre tous ces pays. Économiquement parlant, c'est déjà fait, mais sécurité, pas encore. Je pense qu'il faudra faire une proposition dans ce sens. Mais modestement, moi je reconnais que vous avez déjà pratiquement tout dit, y compris M. Grézinguet tout à l'heure. Moi, je conseille aux gens qui s'occupent de la sécurité de rester humbles. Le problème est assez grave pour dire que sur 4-5 pages qu'on a rédigées, que tout est là-dedans. Non, il n'y a pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, et cette modestie. Merci. Juste une précision. Je pense qu'il faut 1 minute pour une question, s'il vous plaît. 1 minute. Ni plus. Enfin, peut-être moins, mais pas plus. Ok, merci. Alors, je rebondis sur la question de la paix. Nous cherchons tous aujourd'hui la paix. Et il faut comprendre une chose. La paix n'est pas un produit fini où on va acheter. La paix est une attitude. Et pour avoir cette attitude, il faut avoir confiance dans nos institutions. Je pense que si on fait une estimation ou un ratio ici, dans les médias, pas grand monde aura confiance dans nos institutions judiciaires, administratives et fiscales, je pense pas. Alors, ce que nous sommes en train de faire, je pense que ça sera beaucoup plus simple de faire, pas un addendum, mais
une histoire de mémorandum à l'État et que les responsables puissent s'engager à réduire les institutions, comme ce que venait de dire, à réduire le nombre des institutions et à augmenter le nombre de ces agents. Parce qu'en augmentant le nombre de ces agents et en leur donnant plus de pouvoir, on n'aura pas besoin de chercher par-ci et là la sérénité. Et la paix, il faut aussi voir qu'est-ce qui a causé cette insécurité. Si on enlève les armes, on n'aura pas de trouble. Qui a introduit les armes chez nous? Je pense que nous sommes en train de nous battre contre des banquiers pyromanes. Merci. Merci Bruce. Je suis maître Macanamo, consultant juridique à Paris. Donc, moi je m'appelle Dominique Congossienne, centrafricain. Voilà, rien de plus, ma fonction n'est pas importante. Ce que j'aurais. J'ai bien apprécié ce que M. Dupuis a apporté. J'ai trouvé dommage que mon frère n'ait pas pu s'exprimer sur un sujet qui, je pense, aurait été important. Et je pense qu'il faut qu'on puisse penser centrafricain. Si certaines personnes ont eu, après, je n'ai rien contre vous, hein, je pense qu'on aurait pu avoir eu cette sagesse de stopper aussi si le temps était... parce qu'on était en retard, donc il fallait arrêter M. Dupuis et laisser le frère parler. Bon, c'est une façon de penser que je pense qu'il faudrait qu'on puisse grandir. C'est ce à quoi on nous a appelé aussi à penser centrafricain. Donc voilà, moi, il y a des chiffres qui nous ont été apportés. Et concrètement, l'armée qui émarge aujourd'hui, si on suit l'histoire, hein, moi je fais partie de cette époque, là, donc de 1979, qui a connu un peu le reste de l'armée. J'ai connu aussi l'époque où on formait encore les jeunes, les maîtres et tout ça. L'armée existante est celle qu'on a pris au quartier, qui n'ont pas les capacités militaires dont on peut parler. Aujourd'hui, on a besoin de cette sécurité pour effectivement asseoir une paix, faire des élections et tout ce qui va avec. Donc, je suis d'accord avec ce que M. Dupuis dit, il faut qu'on puisse penser raisonnablement. Il ne faut pas qu'on arrive à se dire, oui, le chiffre qu'on a, on n'a pas les compétences nécessaires pour maintenir une paix. Et là, il faudrait qu'on puisse pousser nos réflexions sur effectivement les solutions qu'on pourrait apporter pour qu'on puisse apporter une paix durable chez nous avec les moyens qu'on a. Parce qu'effectivement, la France ne sera toujours pas là à nos côtés, les États-Unis et tout ce qui va faire nous, en tant que Centrafricains, qu'est-ce qu'on a à notre portée de main avec des chiffres clés, avec des solutions vraies. Voilà. Merci. Oui, bonjour, je suis Ferdinand Payen, je suis chef d'établissement provisoire de la lycée. Et donc c'est une question qui s'adresse plutôt à Emmanuel, monsieur Dupuis. Je voudrais vous demander, comme vous êtes acteur impliqué dans le système des défenses, vous êtes acteur de défense en Afrique, quel est le rôle qu'a joué la France dans cette crise? Parce que quand même la France a assisté de manière, je dirais, comme un spectateur, crise, au délitement de l'État centrafricain, sans intervenir. Quand même, c'est un acteur très très important. Donc, est-ce que vous nous expliquez un peu ce qui s'est passé au niveau de la France pour qu'on a laissé le pays en arriver à cette situation, quoi qu'on dise? Deuxième question, c'est sur le rôle de la francophonie. La RCR, c'est un pays francophone. Et moi, on a eu le sentiment qu'on a été abandonné par la francophonie dans cette crise-là. On a eu très très peu de soutien, sans parler de la région, parce qu'on peut parler de la sous-région, effectivement, mais le pays, enfin, le peuple centrafricain a été abandonné. On a vécu des choses terribles, même ceux qui vivent en France, hein, même ceux qui vivent en France, nous avons souffert. Nous avons souffert de cette crise-là. Donc c'est pour ça que je vous pose deux questions quand même importantes pour répondre sur ce point. Merci. Jean-François Kondjikobé, professeur de droit public
de l'Université Paris Sorbonne et surtout président de l'Institut panafricain d'action et de prospective. Je me réjouis d'être ici et je voudrais remercier Mme Zemmour pour m'avoir invité à me joindre à cette réunion. Juste deux remarques très brèves. La première est de dire que même si je souscris à l'idée qui consiste à aller vers les autres, à construire au plan régional des dispositifs de sécurité et d'autres types de dispositifs, on ne peut aller vers les autres et dialoguer avec les autres que si on est de dignité égale et si on est ressenti de dignité égale. La difficulté que nous éprouvons, nous, Centrafricains, aujourd'hui, est que dans tous ces cercles, les autres pensent que nous n'avons pas la même dignité. Et cet élément-là commence, vous avez évoqué très justement d'ailleurs la question de la levée de l'embargo, mais je pense que c'est un ensemble qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est de revendiquer notre dignité internationale. Tous les États sont également souverains, nous le sommes aussi, y compris dans la situation de groupe dans laquelle nous sommes. Donc, c'était ça ma première remarque. La deuxième, c'était pour appeler notamment sur le thème que vous avez évoqué, très justement, appeler à une réflexion, à élargir la réflexion. Ce dont il s'agit, c'est de construire une sécurité nationale, une armée de la nation qui est le bras armé des citoyens. Et par voie de conséquence, il me semble que c'est une question qui mérite d'être jointe à la réflexion que nous avons. Vous avez évoqué la question de la Constitution, définir le rôle de l'armée centrafricaine ou des forces de sécurité centrafricaines dans la Constitution, c'est un élément qui, à mes yeux, est extrêmement important et qui peut contribuer à l'appropriation de notre avenir en matière de sécurité, en partant de cette évidence que le militaire, on a critiqué tout à l'heure des militaires qui partaient en politique, mais ça demande plus grande réflexion. Le militaire centrafricain, il est d'abord citoyen centrafricain. Ensuite, il est militaire, il est soldat, ou ça mérite plus ample réflexion pour faire le bon partage, le bon équilibre entre ce qui revient aux citoyens et ce qui doit être au service de la nation. Et ça, je pense que notre réunion est le lieu idoine, je crois, et ce qui se poursuivra à Bangui pour pouvoir discuter de ces questions très sérieuses. Nous aurions tous ici de multitudes de choses à dire, mais je me restreins, je m'arrête là. Je voudrais simplement féliciter l'initiative et dire que, à titre tout à fait personnel et pour l'organisation que je représente, nous serons toujours là pour aller ensemble. Merci. Guy. Bonjour à tous, Guy Bartaburu, membre du comité ad hoc pour la paix en RCA. Voilà, ma question c'est pour M. Dupuis, Emmanuel Dupuis. Il nous a rappelé il a posé un peu la réalité par rapport à la médiation. Et il nous a aussi suggéré, d'une façon très diplomatique, le nom de l'ancien président de Burundi, Pierre Bouyaya, qui a été un acteur principal dans la gestion de crise en République centrafricaine. Et je trouve qu'au niveau de médiation, il s'est passé énormément de choses. On a l'impression que les médiateurs qui ont été cooptés pour gérer la crise centrafricaine n'incarnent pas cette réalité. Et ce qui fait que leur voix ne porte pas, ils n'ont pas de crédit pour pouvoir parler et puis imposer un certain nombre de choses. Et je trouve que ça serait intéressant que l'assise que nous formons, sachant aussi tout ce que Pierre Bouyaya a fait au niveau de la gestion de crise en République centrafricaine, que son nom soit cité. Et je pense que si il prend la médiation, on ne va pas voir les choses de la même manière qu'on le vit aujourd'hui. J'ai vu l'homme en action lors des différentes assises.
il a aussi un cœur pour la République centrafricaine. On voit que les médiateurs qui ont joué ce rôle, je pense au Tchad et je pense au président congolais, il y a un décalage par rapport à la réalité du terrain. Je pense que si la diaspora réunie ici peut suggérer cette possibilité, cette éventualité, ça serait que quelque chose de plus qui va aider à capitaliser un certain nombre d'acquis qu'on a peut-être perdu au long du chemin. Voilà un peu, en tout cas je suis d'avis qu'on puisse penser par rapport à cette suggestion qui pour moi est quelque chose qui pourra aider à une gestion de crise qui soit à la hauteur de ce que nous vivons. Merci. Alors, moi j'ai noté 6 points, hein. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et j'espère que je répondrai à l'ensemble des questions en laissant mon collègue le soin de compléter. Premièrement, un accord de défense dans l'espace centrafricain. Je résume en disant qu'il serait peut-être utile, et en tout cas temps, de repenser les communautés économiques régionales. Elles ont été créées dans un but précis, dans un but de solidarité économique, dans un but de coopération économique. Peut-être serait-il temps d'y ajouter un volet sécuritaire, peut-être serait-il temps d'avoir une double dynamique, une double réflexion, de penser à leur utilité, puisqu'elles ne couvrent pas l'ensemble des crises, et de penser à leur capacité d'action, à leur périmètre d'action. Donc moi je milite pour qu'on ait à côté des CER une charte où que l'on adjoigne certaines responsabilités aux différentes CER, la CEAC en premier. Deuxièmement, concernant la confiance dans les institutions et la nécessité d'avoir un mémorandum. Je pense qu'il serait peut-être utile aussi d'avoir une réflexion élargie à cela, de ne pas ne pas se focaliser seulement sur un mémorandum sur la sécurité en Afrique centrale, mais de penser qu'un des éléments qui contribuent à cette insécurité sont les moteurs de la violence. Je prends un exemple, mais on pourra en trouver beaucoup d'autres. Les armes légères et de petit calibre sont un fléau que connaissent toute l'Afrique. Peut-être serait-il temps que l'Union africaine se dote d'une charte limitant, interdisant, ou en tout cas initiant un processus de vérification de qui possède ces armes, d'où ces armes proviennent. Certaines, évidemment, sont fabriquées ailleurs, mais de plus en plus, certaines sont fabriquées sur le continent africain lui-même. Peut-être serait-il temps de faire ce mémorandum pour éviter que la dispersion de ces armes légères de petit calibre, je n'ai pas le chiffre sur la Centrafrique, mais je vous livre le chiffre qui circule entre la bande sahélienne, en tout cas la bande occidentale de la zone, c'est 5 millions d'armes. 12 millions d'armes qui circulent entre la Libye, l'Égypte et in fine vers les conflits syriens. Donc je pense que c'est un processus qui mériterait une conférence comme on a pu l'avoir en 89 autour des diamants de guerre qui a donné lieu au processus de Kimberley. Peut-être serait-il temps d'avoir aussi une réflexion là-dessus, ce qui, me semble-t-il, enlèverait une bonne partie des soucis actuellement que connaissent les forces Garis et la MINUSCA. Troisièmement, concernant le volume, le format des armées. Il y a un élément que j'ai oublié sans doute de rajouter, que dans un souci de meilleure gestion des deniers publics, dans un souci de prise en compte d'un contexte économique qui touche l'ensemble du continent africain, peut-être serait-il bon aussi de s'appuyer sur les structures existantes. Et il y a actuellement, de par le continent africain, des structures qui pourraient facilement s'ouvrir à d'autres. Je prends un exemple. Au Gabon, à Port-Gentil, les forces armées gabonaises
sont en train de créer une école de formation des forces spéciales. L'objectif des FAG, c'est justement d'avoir non seulement la formation des forces spéciales gabonaises, mais à terme, la formation d'autres forces spéciales. Donc peut-il serait-il temps aussi de penser dans cette logique. Il serait aussi temps aussi de penser en amont. Plus vous dotez de moyens, de compétences et d'expertise des services de renseignement compétents, et plus vous prévenez des risques de conflit, des risques de dissidence, et donc vous jugulez très en amont le phénomène de rébellion. C'est la raison pour laquelle le Gabon va se renforcer son service de sécurité. C'est la raison pour laquelle je me suis laissé entendre dire que le RCA pensait aussi à recréer, en tout cas mobiliser un certain nombre d'expertises pour créer un vrai service de renseignement à vocation régionale. Ce qui implique aussi de répondre à une autre question ou un non-dit, c'est que la plupart des acteurs exogènes sont des acteurs frontaliers. Donc si vous arrivez à comprendre et à sonder leurs intentions, à comprendre leurs motivations, vous serez sans doute à même de mieux dialoguer avec eux, ou en tout cas d'offrir une réponse. Il me semble que c'est un deuxième élément de réponse. Le troisième élément de réponse, je pense que les forces armées de tout pays n'ont pas besoin d'avoir la compétence universelle. C'est une question que nous nous posons aussi en France. C'est une question que se sont posées les Belges en réfléchissant à l'idée d'avoir encore une utilité pour une artillerie. Ils ont estimé qu'ils n'avaient plus ce besoin. Donc ils ont désengagé leurs moyens militaires en termes d'artillerie. Peut-être serait-il bon aussi que les forces armées africaines pensent au mieux-disant et investissent dans les secteurs dont elles ont le plus besoin. Je vous en livrerai quelques-unes. Les forces spéciales, la projection de force et bien évidemment la protection et l'interposition, et c'est la raison pour laquelle il devrait y avoir une mention spéciale, en tout cas un investissement en ce qui concerne les forces de gendarmerie. Concernant le rôle de la France, je commencerai par le plus simple, l'abandon ou le sentiment d'abandon de la francophonie. Pour une raison très simple, il y a actuellement 2 pays qui sont exclus de l'OIF, tout simplement parce qu'ils ont été victimes d'un coup d'État l'été dernier en Thaïlande et dans votre pays en 2013. Donc, la francophonie ne peut pas s'impliquer, puisqu'il n'y a pas les conditions politiques, juridiques, pour qu'elle puisse siéger dans les instances exécutives de l'OIF. C'est la raison pour laquelle Mme Catherine Samba-Panza n'était pas invitée à Dakar en novembre dernier. Concernant le sentiment, enfin le rôle de la France et la responsabilité française, ça mériterait, je ne sais pas où le monsieur il est parti, je vais répondre de manière collective. Ah, il est là, pardon. Ça mériterait quand même une journée de réflexion et sans doute de déterrer quelques cadavres. Je résumerai en disant l'enclavement, la logique des restes d'empire, l'éloignement, le bout d'empire, l'ultime frontière, avec en plus un allié qui lui-même a une vision stratégique de l'Afrique qui n'était pas forcément la nôtre, qui a pu être mitoyenne à un moment, qui est la Belgique. Donc une sorte de modus operandi ou statu quo qui consisterait à dire, bon, on est à la limite de notre influence, on est dans un contexte dans lequel beaucoup de pays anglophones sont situés, exploitons la Centrafrique, et je le dis très ouvertement, ça a pu être le sentiment qu'ont pu avoir un certain nombre d'administrateurs français de la 4e, peut-être un petit peu aussi de la 5e République, et il y a effectivement cette réalité. Ce qui fait, et c'est notre responsabilité, c'est que nous avons perdu du temps, ou nous avons failli à notre mission civilisationnelle de structurer le pays. Donc, de bâtir des routes, de bâtir des institutions, de consolider l'esprit même de l'état de droit. Évidemment, j'abonde dans votre sens, c'est ce que vous voulez me faire dire. J'ai dit moi-même qu'il fallait que la France balaye devant sa porte et que la France soit humble, comme ça a été dit par le monsieur qui est juste en face de vous. 5e et 6e, et après je laisse la parole à mon camarade. La question de la dignité retrouvée, la question de la souveraineté, l'élargissement du concept de sécurité nationale. Je crois que c'est profondément ce qu'est en train de vivre le continent africain.
Nous l'avons vécu, nous, en Europe, dans les années 70, Europe de l'Est, de l'Ouest, dans les années 90, Europe de l'Est. On a eu cette émergence, ce souffle démocratique à l'orée des conférences nationales de 90-91, où on a d'abord pensé le libéralisme économique, sans penser le libéralisme économique et le libéralisme politique. Forcé de constater que nous trouvons dans une décennie dans laquelle plus nous allons avancer, parce que les printemps arabes sont advenus, parce qu'un certain nombre de ruptures stratégiques sont une réalité, et je mets dans ce contexte, évidemment, ce qui s'est passé au Burkina en décembre, novembre-décembre. Je pense que plus rien ne se fera comme avant, et que, bien évidemment, cette double requête, dignité populaire, souveraineté nationale, est ce qui est le carburant d'un certain nombre d'évolutions, et j'espère que ces évolutions sont vertueuses. Je ne veux pas dire que le printemps arabe, in fine, finit mieux que nous l'aurions pensé, mais en tout cas, le printemps arabe se termine avec des régimes dans lesquels la nature civile de l'État est réaffirmée, des régimes dans lesquels il n'y a plus de personnification du pouvoir, des États dans lesquels les constitutions veulent vraiment dire quelque chose et dans lesquels il y a une appropriation populaire. Dernier point, et je termine sur M. Bouygues et la médiation. J'ai focalisé et j'ai nommé M. Bouygues parce qu'il a cette expérience-là. Mais, in fine, le porte-robot d'un médiateur, et c'est la raison pour laquelle l'acteur médiateur ne me semble pas être le plus à même de répondre à cette exigence, doit être hors sol, ou en tout cas loin des contingences politiques. Et on ne peut pas demander à un médiateur d'être médiateur alors même qu'il accueille sur son sol un certain nombre des acteurs donnant l'impression que d'une certaine façon il est à 70% médiateur et 30% d'une certaine façon protecteur. Et je crois que le processus de médiation et de facilitation, pour qu'il soit véridique, efficace et pérenne, doit être le plus éloigné possible du contexte. D'où quelqu'un qui est hors sol, mais quelqu'un qui a l'expérience, la respectabilité et surtout l'écoute des uns et des autres. Pour faire de la médiation et de la facilitation, il faut toujours être 2, voire 3. Je parle devant mon ami Godefroy, je sais que nous allons retrouver prochainement à Rome sous l'égide d'une autre stratégie de médiation, mais parfois quand les deux mains n'arrivent pas à se tendre, il faut qu'il y ait une troisième qui la tienne et qu'à un moment ou à un autre, il la lâche. Et je crois que c'est ce qui manque actuellement au processus de médiation. Alors, je voudrais ajouter, répondre, la question ne m'était pas posée, mais je crois que nous, Centrafricains, devons quand même, malgré l'appréciation que nous avons, dire quelques vérités par rapport à la France. Nous savons que dans le passé, nous avons tous à l'esprit Koudoukou, qui était parti faire, contribuer à libérer la France. Si, en fin 2013, la France ne s'était pas levée à travers l'opération Sangaris, je me demande où est-ce que nous, Centrafricains, seraient aujourd'hui. La question que nous devons nous poser, c'est, une fois que Sangaris est intervenu, quelle a été notre force de proposition? Qu'est-ce que nous avons dit militairement? Qu'est-ce que nous avons apporté militairement comme outil pour faciliter le travail de Sangaris? Je pense que nous devons beaucoup plus nous poser ces questions à nous, plutôt que d'aller... Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de la question, mais ça me semblait être... C'est peut-être ça. Bon. Je passe... C'est parce que... Non, tu ne réponds pas à ma question, en fait. Je ne remets pas en cause l'intervention de Sangaris en Centrafrique. De ma question, effectivement, on aurait pu anticiper en amont et éviter le jour de drame du 4 et 5 décembre 2013. Voilà ce que je veux dire. Donc, je ne remets pas en cause l'intervention de Sangaris. Donc, on aurait pu anticiper et éviter d'arriver au point où il y a eu des milliers de morts de Bangui. Parce que moi, je suis dans un secteur où on a vu passer des camions qui transportaient les corps de putréfaction, qui
une puanteur énorme, et avec les fausses communes, il ne faut pas imaginer. Après le 5 décembre, entre le 5, 6, 7, 7, il y a eu des scènes apocalyptiques dans la région de Bangui. Voilà, donc je ne remets pas en cause l'intervention de Sangaré. Heureusement qu'ils sont intervenus. Mais je veux dire, on aurait pu anticiper la France depuis le mois de mai 2013, mais on avait alerté ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais dire. On va encore prendre 2 ou 3 questions. Là, il va faire la synthèse plus tard. On va prendre 2 ou 3 petites questions. Merci beaucoup. J'ai suivi les communications sur la sécurité, mais il y a un mot que je peux écouter dans toutes les communications, c'est les enfants soldats. Et la question que je voulais poser à vous, c'est que faites-vous des enfants soldats dans ce processus de la sécurité? C'est ça ma question. Merci. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis intervenu tout à l'heure, c'est Alexis Bayoka. Ma question se porte donc sur la restructuration des forces armées centrafricaines, donc c'est plus en direction de Jean-Pierre. C'est vrai que le premier travail de ces forces armées centrafricaines, c'est de protéger le pays de manière générale, mais est-ce qu'il a été pensé aussi de faire intervenir ces forces dans la reconstruction du pays, c'est-à-dire la professionnalisation de ces militaires, pour qu'ils puissent aussi apporter donc, un savoir-faire qu'ils auraient appris, ne pas penser qu'au savoir-faire des armes, parce que les armes, effectivement, il les faut pour défendre ce pays-là, mais je pense que l'armée centrafricaine a aussi grand intérêt à apporter son savoir-faire d'un point de vue expérience professionnelle généralisée dans tout le pays. Voilà, donc c'est ce à quoi je pensais, je voulais vous en faire part. Bonjour, je suis Sostel Fungala. Donc j'ai juste 2 questions à poser. Donc la première, ça concerne ce qu'on est sur la restructuration de l'armée, et je voulais parler du futur de ces militaires. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent dans l'armée et qui à un moment donné ne souhaitent plus continuer à servir l'armée. Donc il faut leur offrir la possibilité de se désengager librement de l'armée pour faire autre chose. Et aussi, la deuxième question, ça concerne, tout à l'heure, on avait parlé de nos adversaires d'aujourd'hui peuvent être nos combattants de demain. Parce que moi, ce que je voulais pour ce forum-là, quand on ajoute que tous ceux qui ont pris les armes depuis au moins 20 ans pour déstabiliser notre pays, avant d'avoir le pardon des Centrafricains, de faire une déclaration publique, de nous dire aux Centrafricains qu'on regrette pourquoi on avait pris les armes contre le peuple avant d'obtenir le pardon de ce peuple-là. Bonjour, je m'appelle Habib Awad. En fait, j'ai une question à poser à M. Emmanuel Dupuis. Tout à l'heure, il parlait de l'ennemi transfrontalier, que les ennemis agissent d'une manière transfrontalière. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il peut nous nommer cet ennemi-là? C'est qui? Quels sont ces ennemis? Vous êtes pas présenté. Je dis que je m'appelle M. Habib Awad, monsieur. Ok, ça c'est la première des choses. Oui, monsieur, je l'assume. J'étais porte-parole de la Sénégal, mais actuellement je suis le coordinateur politique de l'Union pour la paix en Centrafrique. Et la deuxième des questions, je m'interroge, c'est juste une question que je veux poser à tous les Centrafricains qui sont ici et aux organisateurs. On nous parle du processus de la paix. On ne fait pas la paix avec son ami. On fait la paix avec les gens que nous sommes en désaccord ou bien avec nos ennemis. Et essayons de voir. On nous donne la leçon de la démocratie matin, midi, soir et de la République.
Mais ceux-mêmes qui nous donnent cette leçon de la démocratie et de la République veulent le faire avec les conditions ou les règles de la dictature. Moi, je suis venu ici en tant que centrafricain, je ne représente aucun musulman, je ne suis pas responsable d'une association musulmane. Mais force est de constater qu'il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, c'est pour parler. On nous a parlé d'une journée citoyenne de force et de proposition pour résoudre le problème au niveau de la République centrafricaine. Mais est-ce normal que dans cette salle-là, qu'il y a moins de 5 musulmans, ou bien parmi ces intervenants, il n'y a aucun musulman? Est-ce vraiment normal? C'est ça les règles de la République que nous allons nous imposer. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette manière-là, on pourra résoudre le problème actuel qui se trouve en République centrafricaine? Merci. Je vais essayer de vous répondre d'une manière succincte. Ici, la porte était ouverte à tous les Centrafricains, sans sectarisme, sans parti pris. Tout le monde est le bienvenu. Donc, ne soyez pas... Oui. L'organisatrice me connaît très bien. Il est en contact. Elle est en contact avec beaucoup de musulmans centrafricains. Il se trouve que moi, je dormais. C'est M. Serge Majou qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'il y a une rencontre des Centrafricains ici. Et je me suis levé pour venir. Donc, ces gens-là ne peuvent pas savoir quand on ne les invite pas. Et que cette rencontre a été faite, on a envoyé des billets d'invitation aux gens. Et ceux qui sont dans la salle peuvent avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai pas été invité, mais je suis juste venu poser une question. Aujourd'hui, on nous parle de la réconciliation, on nous parle de la justice. Je suis ici en France. Moi, j'assume mes responsabilités, j'assume mes choix. Quand je n'ai pas peur d'aller devant la justice, je n'ai pas peur d'aller devant la Cour pénale internationale. Mais ce qui est sûr, il faudrait qu'on accepte d'écouter tout le monde. S'il faut discuter, il faut donner la possibilité à tout le monde qu'il y ait des confrontations, qu'il y ait des débats d'idées, que les gens disent ce qu'ils ont à dire, et c'est ensemble qu'on pourra avancer. Mais quand on va décider de réunir seulement une partie des Centrafricains, comme certains d'entre nous pensent, ils disent que les musulmans sont des moutons et que ce sont eux le berger, ils vont se réunir entre eux pour décider, donner les cap, les faire imposer aux gens là. Je vous assure que ça ne marchera jamais. S'il faut avoir la paix en Centrafrique, il n'y aura jamais un gagnant ou bien un perdant. S'il faut gagner, nous allons tous gagner, et s'il faut perdre, c'est en sorte que nous perdons. Vous avez remarqué quand vous avez même conduit le micro. Je pense que c'est la toute dernière question. Là, il est 14h. Merci pour la parole. Bonjour, je suis Koliko Abdoulaye. Je suis économiste en formation. En plus, je suis bénévole dans l'ONG Lee Foundation. Alors, je voulais intervenir sur une situation. Quand on veut trouver une solution à un problème, il va falloir rentrer jusqu'au profondeur pour voir quelles sont les choses qui ont été à l'origine de ce problème. Monsieur Jean-Marie Marat avait soulevé un problème ici. Jean-Pierre, je m'excuse. Jean-Pierre Marat, je m'excuse. Sur la corruption. Je voulais juste intervenir sur la corruption dans le domaine scolaire. Quand on parle de la sécurité, c'est la population centrafricaine qui doit être en sécurité dans la totalité. Je crois au niveau de l'université et dans les établissements scolaires, la population n'est pas en sécurité dans ce sens. Tous les professeurs exigent, disons, la majeure partie des professeurs exigent ce qu'on appelle de l'argent, exigent de l'argent aux garçons pour accéder aux classes supérieures, et les filles doivent descendre leur culotte pour accéder aux classes supérieures. Et ce qui fait que des fois, les garçons, les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent pour donner aux professeurs, se disent, bon, je vais rentrer dans l'armée, pas par vocation, mais seulement pour gagner ma vie. Et une fois arrivé maintenant là-bas pour faire passer le test et devenir soit des gendarmes, etc., je ne sais pas quoi, au niveau de là-bas, il y a encore une corruption qui se fait, et du coup, ça devient maintenant une rancune en soi, et dès qu'il y a une situation comme ça,
on saute là-dessus et puis on devient maintenant militaire pour venger ce qu'on nous a fait. C'est pourquoi je voulais évoquer. Moi, personnellement, j'avais fait une vocation au lycée technique quand j'étais là-bas. Les professeurs, l'administration nous impose aussi, nous amène une liste de personnes qui dit que voilà, ça c'est mon frère, ça c'est mon petit-fils, il faut les aider. Donc il faut voir également le point sur la corruption. Ça c'est un élément vraiment important pour la cause de cette crise. Je vous remercie. Merci. Des réponses. Bien, bonjour à tous. Je vais faire très très court. Je vais essayer de synthétiser au maximum ma pensée pour qu'on puisse avancer. Il y a eu beaucoup de questions. Je vais rappeler juste un petit point de méthodologie. Pour ceux qui sont arrivés en retard et pour lesquels je ne me suis pas présenté, moi je suis Éric Oquezo, je suis consultant spécialisé dans les questions de financement structuré et complexe. Alors, et de manière annexe, je suis président de Génération Centrafrique, qui est un think tank purement politique. Je voudrais préciser juste une petite chose. Peut-être que les organisateurs n'ont pas parlé de ça de manière suffisante. Il y a un problème de méthode ou de méthodologie. Nous avons des ateliers qui ont démarré. Moi, je les ai pris en cours de route. Dans ces ateliers, on a assigné des objectifs. On a donné des thématiques sur lesquelles on devait débattre. Lorsque nous sommes en restitution, et je suis bête et discipliné, lorsque vous avez deux mots en français, ça veut dire que chaque mot vient dire quelque chose. Quand on est en restitution, c'est pour rendre ce que nous avons fait en atelier. On ne va pas ici discuter de tout. Je ne fais insulte à personne, je suis persuadé que chacun ici dans la salle a de très hautes compétences, a longuement réfléchi sur différentes questions. Rejoignez les ateliers, on va débattre en détail. Aujourd'hui, on peut parler en long et en large de la question de la militarisation de ce pays-là. On pourra réfléchir. L'autre jour, un intervenant a essayé de nous expliquer doctement comment il fallait financer les choses, comme nous étions assez pauvres, on ne pouvait pas financer. Je suis sûr qu'on a des réflexions. Maintenant, prenons ce cas un peu spécifique qui concerne la corruption. Il y a des ateliers, on peut détailler. Maintenant, pour faire très simple, tout à l'heure, on nous a aussi parlé de notre humilité. Ce n'est pas une question de manque d'humilité. Ici, on ne peut pas parler de tout. Dans cet espace-là, on essaye de concentrer les choses. Pour faire très très court, la réflexion sur la question de la paix et de la sécurité nécessite que l'on passe plusieurs heures, des semaines pour déterminer ce qui va là-dedans. Nous avons proposé qu'il y ait un document rédigé de la diaspora sur ce sujet-là. On ne va pas simplement se contenter de faire un atelier et que ce document-là soit porté et défendu. On ne va pas se contenter d'envoyer, pour paraphraser un peu ce que l'on dit dans notre langue en sango, au petit doublé que nous amène sur la bataille. Donc la diaspora ne peut pas aujourd'hui réfléchir et prendre un document et dire bon, nous envoyons, les autres vont commencer à le gérer. Donc ces contributions que vous avez, venez dans les ateliers, on va les approfondir. On va repenser ces questions de nombre, de combien de militaires il faut ou il ne faut pas. On va en discuter, on va mettre sur papier et on va retenir des axes forts. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va faire ça. Non, on va retenir des axes forts. Dire que si demain la RCA a besoin de 20 000, 15 000 ou 36 000 ou 50 000 hommes, eh ben, ça se constitue comment? Comment on les finance et comment on organise leur formation? Lorsque nous nous sommes réunis il y a 15 jours, nous avons eu une réflexion d'un ancien officier qui nous a expliqué le temps qu'il faut pour faire un officier. Quand nous rappelons que l'armée centrafricaine a été d'une certaine façon dépossédée par la politique, ce n'était pas pour dire que les militaires n'ont pas le droit de faire de la politique. Nous avons pris un point de départ qui était significatif à notre sens. Les officiers qui ont été formés, on va faire une petite histoire, je ne suis pas professeur d'histoire, mais on oublie quand même que notre pays a abrité pendant très longtemps un centre de formation à Boire.
et que beaucoup d'officiers qui ont géré ce continent ou ce sous-continent-là viennent de cette formation-là. Moi, j'ai découvert très tard, par exemple, que Omar Bongo était un officier formé à boire des billes. Donc, on ne va pas refaire, il y a des outils. On parlait aussi tout à l'heure des textes. Il y a des textes à foison. Le code de la famille. Nous n'avons pas inventé le code civil, mais on applique le code civil, on a un code pénal. Ce sont les moyens. Pour qu'on puisse avoir les moyens, il faut se concerter. Et pour se concerter, il faut participer aux ateliers. Dans les ateliers, on va réfléchir. On va faire ce que les Anglais appellent du brainstorming, on va sortir les idées, on va les résumer et on va pouvoir avancer. Ce n'est pas là. Pour le prochain atelier, qui était le prochain panel, qui va certainement susciter beaucoup d'intérêt, puisqu'on va parler des institutions, je vous invite et je vous conjure à être synthétique dans vos questions, à poser des questions, puisque, en plus, nous avons un représentant du gouvernement qui est là. On n'aura pas le temps de lui remettre quelque chose peut-être aujourd'hui, mais au moins qu'il y ait des questions qui l'interpellent. Parce que quand il va rentrer, il faudra qu'il dise quelque chose. Mais s'il nous écoute ergoter, blablater sur nos compétences ou nos qualités personnelles, ça ne servira à rien. La présidente a intervenu tout à l'heure. Je n'ai pas entendu même quelqu'un prendre juste le mot pour dire « Ah, quelque chose m'a interpellé dans cette intervention ». Donc, ayons des questions qui amènent à réfléchir, amènent à dépasser les limites. Tout ce que vous dites là, moi je vous garantis qu'à titre personnel, j'ai déjà pensé à pas mal de choses. J'ai discuté avec d'autres frères qui pensent aussi à beaucoup de choses. Vous savez, dans la salle, d'anciens élèves de l'EMED qui ont toute une structuration de pensée sur l'armée. Donc ça, essayons de passer au-dessus de ça. Donc moi je vous invite pour le prochain panel à poser des questions qui vont nous amener au-delà. Ne pas penser que les autres n'ont pas pensé. Non, j'ai choisi exprès de ne pas intervenir parce que je suis un peu bavard. Justement, vous avez parlé de restitution. Et moi, j'étais dans votre logique. Je m'attendais à ce qu'il y ait effectivement 3 personnes qui proposent la restitution. Et malheureusement, nous n'avons eu que 2. Donc, pour moi, ce sujet qui m'intéresse, je n'aurai pas la restitution pour effectivement rentrer dans l'atelier et discuter de ce sujet. Mais on pourra faire un résumé dans l'atelier. Deux informations, enfin, une préconisation et une information concernant la francophonie. C'est pas que la francophonie n'œuvre pas, mais la francophonie œuvre aujourd'hui en Centrafrique de manière tout à fait différente, puisque la francophonie travaille très activement à ce que la République centrafricaine retourne dans la légalité constitutionnelle, si je peux parler ainsi. Et donc cette action-là n'est pas visible parce qu'on ne participe pas aux réunions. Après, concernant, chacun peut avoir son idée, hein, mais pour enrichir la réflexion, je dirais que sur le plan de ceux qui potentiellement aujourd'hui peuvent accompagner la République centrafricaine, il y a un homme de grande qualité qui a servi énormément, et je vous invite à regarder un peu son parcours, c'est Abdou Diouf. Pourquoi ne pas impliquer un homme de cette envergure-là? Regardez son parcours et vous comprendrez. C'est quelqu'un qui est impliqué dans la politique de son pays depuis 1964 quand il n'était que fonctionnaire. Il a été choisi par le président Senghor depuis 1964. Donc on peut le solliciter puisqu'il n'a plus d'engagement et il est quasiment libre. Voilà, ça c'est pour finir sur mon intervention. Merci Eric. Alors je voudrais apporter une petite clarification. Oui monsieur, il y a des questions, il faut que je réponde. Monsieur, oui, Eric, s'il devait parler, il allait répéter exactement ce que j'ai dit parce que nous avons travaillé ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu. Non, mais c'est pas j'ai juste donné une explication. Ensuite. Je lis des grandes lignes, excusez-moi. Je lis des grandes lignes. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, j'attends une restitution pour pouvoir après rentrer dans un atelier. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais, alors, Awal, qui dans la salle fustige l'organisation, ça fait 3 semaines qu'il y a eu des invitations sur les réseaux sociaux
pour annoncer l'événement d'aujourd'hui. Donc les gens n'ont pas été invités particulièrement. Que des musulmans ne soient pas venus, il ne faut pas tenir rigueur aux gens. Bon. Non mais j'ai répondu à... Jean-Pierre, s'il te plaît, 2 minutes. 2 minutes, s'il te plaît. Oui. Je chronomètre. Pardon. Oui, 2 minutes. Non, c'est juste une question. Il y a Sostel qui parlait de ce qu'on doit faire des soldats qui se sont engagés. C'est Sostel qui a posé. Oui. Effectivement, ça fait partie des détails qu'on n'a pas pu apporter parce qu'il y a toute une méthodologie qui on recrute, à quel niveau, s'il ne veut plus être militaire, qu'est-ce qu'il fait, la professionnalisation dont il a été question de l'autre côté fait aussi partie de ces questions de détails qui se retrouveront dans le document final. Non, la question a été posée sur les enfants soldats. Vous n'avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains se sont intéressés à votre pays. Non pas qu'ils se désintéressent de la stabilité en Centrafrique, mais ce qui les préoccupait, c'était les 600 000 soldats qui ont été recrutés dans le cadre de l'armée de libération du Seigneur. Et bien évidemment, la raison pour laquelle ils ont formé un certain nombre de forces de sécurité était évidemment, à mon avis, plutôt dans cette logique-là. Je rappelle qu'il y a un grand combat mené au niveau de la CPI. Premièrement, parce que tous les États africains n'ont pas ratifié la CPI. 34 sur 122, c'est déjà bien, enfin, un moment, déjà. Et je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'États qui remettent en cause la légitimité de la CPI. Encore 1 minute. En tant que telle. Bref, il faudrait qualifier, pour être passible de justice, d'être justiciable dans la CPI, de ce crime d'utilisation ou de recrutement des enfants soldats. C'est un combat qui a été mené à l'UNICEF et à l'UNESCO, mais il n'a été mené que politiquement et pas encore au niveau juridique. Vous avez parfaitement raison, madame. Deuxièmement, je ne pourrais pas répondre à M. Abdullah est parti sur les ennemis extérieurs, c'est très bien parce que ça aurait été trop long. Troisièmement, et là je le fais en 20 secondes, en ce qui concerne le processus de DDR, il est avant tout gagé sur la capacité d'offrir des emplois, donc d'offrir une alternative au statut de militaire. Et c'est là où la communauté internationale peut jouer son rôle, parce qu'il y a un certain nombre, et c'était parfaitement dit, de métiers qui sont listés. Je vous en livre un auquel on pense toujours, qui est celui de la décontamination du champ de bataille, celui du déminage, tous les métiers périphériques liés à la reconstruction. Et quand vous avez une expertise militaire, eh bien vous avez une capacité de savoir comment gérer un certain nombre de personnels qui vont être amenés à s'occuper de cette question qui, comme je le dis, pourrait être élargie à la récupération des armes. Ce n'est pas obligatoirement les Sangaris ou la MINUSCA qui doivent faire ce travail. Peut-être qu'il faudrait avoir des sociétés privées employant d'anciens militaires, d'anciens responsables sécuritaires ou d'anciens miliciens pour faire ce travail. Merci.